me présente, je ne me suis pas présentée quand on s'est vu en bas. Je m'appelle Héloïse. C'est moi qui serai votre guide pour les 45 minutes à venir. Alors, on va commencer par se situer. On se trouve juste ici, au cœur de la distillerie Isotier. Les distilleries, on en a 3 sur l'île. Isotier sur laquelle on se trouve à Saint-Pierre, mais aussi Savannah à Saint-André et Rivière-du-Mont à Saint-Benoît. 3 distilleries, on va éviter de se faire la guerre. On décide de faire un musée ensemble, ce qui va nous permettre de parler du rhum en général et pas que d'une marque en particulier. Alors, 3 distilleries, mais on décide d'ouvrir le musée sur le site de la distillerie Isotier pour 2 raisons. Déjà, la distillerie Isotier, c'est la seule qui est restée familiale depuis sa création en 1845, mais c'est aussi la plus ancienne qui est toujours en production sur l'île. Donc, on décide, par le côté tradition de la distillerie, d'ouvrir le musée ici. Alors, on a 3 distilleries, on a aussi sur l'île 2 usines sucrières, l'usine du Gol, qui se trouve à Saint-Louis, et l'usine de Bois-Rouge, à côté de Savannah, à Saint-André. Si on a 2 usines sucrières et 3 distilleries, on a une seule matière première, c'est la canne. La canne va nous permettre non seulement de faire du sucre, mais aussi de faire du rhum. Et pour pouvoir faire du rhum, on a 2 matières premières, donc 2 types de rhum. On a le jus de canne, là, qui est obtenu par broyage de la canne, ou la mélasse. Pour pouvoir faire de la mélasse, il va falloir faire le sucre avant, donc chauffer le jus de canne. On récupère un sirop assez épais, qu'on chauffe encore une fois, et qui va cristalliser pour nous donner, d'un côté, la partie cristallisée, le sucre, de l'autre côté, la partie non cristallisée, la mélasse. Alors, si on a 2 types de rhum, on va avoir des rhums qui se consomment de manière très différente. Le rhum agricole a un côté plus floral, plus aromatique, en général plus facile à boire. C'est celui qu'on va retrouver plutôt dans les Antilles. Est-ce que vous savez comment on boit le rhum dans les Antilles? Un petit punch? Un petit punch, exactement. Là, pour pouvoir faire un petit punch, on récupère notre rhum agricole, on va rajouter du citron, du sucre. Il nous faut un rhum très parfumé pour qu'il vienne parfumer la boisson. De l'autre côté, on a notre rhum traditionnel à base de mélasse qui lui a un côté plus neutre, plus fort en alcool. Là, pour le boire plus facilement, il vaut mieux le laisser macérer, comme par exemple dans les rhums arrangés. Les rhums arrangés, on met des fruits, des épices, des plantes, un peu tout ce qui vient donner du goût au rhum. On laisse le tout macérer et avec la macération, on récupère un rhum assez doux, assez subtil à boire et le goût de ce qu'on a mis à l'intérieur. Ça va pour vous jusque-là? Alors, ces cannes, il faut quand même qu'on puisse les récupérer pour les emmener jusqu'aux usines où on va les broyer. Donc, on coupe les cannes, on passe par les balances, ces grands portiques métalliques que vous voyez sur le bord des routes. Là-bas, on va déterminer la paye de l'agriculteur. Une bonne paye, c'est une bonne moyenne entre le tonnage et la teneur en sucre. Une fois qu'on est passé aux balances, l'agriculteur est payé. On va ensuite emmener les cannes aux usines sucrières pour les broyer et obtenir le jus. Mais avant d'utiliser les moulins des usines sucrières, qui sont des moulins là, beaucoup plus imposants que ceux qu'on avait à l'époque, on utilisait le moulin qu'on a juste à côté. Ces cuves, on en a 2 types. La première qui est devant vous à droite, c'est la cuve mère. C'est la première qui nous intéresse. C'est dans la cuve mère qu'on va préparer notre levain. Pour préparer le levain, on vient mettre du jus ou de la mélasse. Jamais les 2 en même temps. On va ensuite ajouter de l'eau, des acides, des levures et on injecte de l'air. L'air, quand il entre dans le mélange, il va nous aider à multiplier les levures et au bout de 15 heures, on récupère ce qu'on appelle désormais le levain. Ce levain, on le divise en 6 parties et on le distribue dans les 6 cuves qui sont à l'arrière cette fois-ci, les cuves filles, qu'on appelle aussi cuves de fermentation. Dans les cuves de fermentation, on va avoir notre matière première, donc on va en rajouter un petit peu, notre levain et l'air n'entre plus. Comme l'air n'entre plus, les levures vont se mettre à stresser, elles vont attaquer les molécules de sucre, les décomposer et les transformer en alcool.
L'alcool qu'on récupère à ce stade, c'est ce qu'on appelle un vin de canne. Le vin de canne titre entre 8 et 10 degrés et ressemble un peu à de la boue. Pour pouvoir l'utiliser, on va le passer en distillation. En distillation, on pourra séparer la partie boueuse de la partie alcoolique, concentrer l'alcool et se rapprocher de notre rhum. Après, il faut savoir que plus on va passer de temps en fermentation, plus on va développer d'arômes dans le résultat final. Chez Isotier, on passe entre 24 et 35 heures en fermentation. On peut passer aussi beaucoup plus de temps. En 24-35 heures, on va retrouver ces temps chez Rivière-du-Mât et Isotier, mais chez Savannah, on passe pour les rhums de base entre 120 et 140 heures. Donc là, on est sur des fermentations beaucoup plus longues et on peut passer encore plus de temps, par exemple pour le grand arôme qui peut aller jusqu'à 2 semaines de fermentation. Au bout de 2 semaines, on a développé énormément d'arômes. On est sur un rhum blanc traditionnel qu'on va pouvoir utiliser dans la pâtisserie, dans la cuisine pour les arômes qu'il a développés ou alors à boire pur. Sur votre droite, la toute première, la plus imposante, c'est la colonne d'épuisement qu'on appelle aussi colonne de distillation. C'est elle qui nous aide à séparer la partie boueuse de la partie alcoolique. Juste derrière, en cuivre, on a une plus petite colonne, la colonne de concentration, qui elle nous aide à séparer les différentes vapeurs et à concentrer l'alcool. Et contre le mur, la plus petite colonne grise, c'est le condenseur qui lui refroidit les vapeurs et va les liquéfier. C'est l'ancienne colonne d'épuisement de la distillerie Isotier, celle qu'on a utilisée jusqu'en 1998. Ensuite, on a changé, on est passé à celle qui est dans la salle d'à côté. C'est exactement les mêmes à une différence près. Celle-ci est en cuivre, la nouvelle est en inox, plus facile à nettoyer et ça revient moins cher. Par contre, on les utilise de la même manière. On va faire entrer le vin de canne par le haut de la colonne. Il va descendre de plateau en plateau grâce aux 2 trop-pleins que vous pouvez voir dans le plateau qui est ouvert. Tout en bas, on va faire entrer de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau va monter, passer par les calottes, les petits champignons qu'on a au centre du plateau. En passant par les calottes, la vapeur est forcée de redescendre. Elle va donc venir s'étaler dans le vin de canne et elle récupère les molécules d'alcool qui s'y trouvent. Donc plus la vapeur monte, plus elle se charge en alcool, plus le vin de canne descend, plus il s'épuise de son alcool, d'où le nom de colonne d'épuisement. Arrivé tout en bas, le vin de canne est vidé de son alcool, c'est ce qu'on appelle désormais de la vinasse. La vinasse, on va l'utiliser comme engrais dans les champs. Tout en haut, on a nos vapeurs chargées en alcool, et ces vapeurs, on les envoie à l'arrière dans la colonne de concentration. Dans la colonne de concentration, à la base, il n'y a absolument rien, elle est vide. Donc quand les vapeurs vont arriver, elles vont venir se classer par densité. Les plus légères vont monter, c'est ce qu'on appelle les alcools de tête. On va les utiliser pour faire de l'alcool ménager. Tout en bas, on a les vapeurs les plus lourdes, qu'on appelle les alcools de queue, qu'on va utiliser pour faire de l'alcool de parfume. Ensuite, au centre de la colonne, on récupère là ce qui nous intéresse vraiment pour pouvoir faire notre rhum, c'est le cœur de chauffe. Ce cœur de chauffe, on va l'envoyer dans le condenseur, il est refroidi, il va se liquéfier, et une fois liquide, on appelle désormais le rhum brut. Le rhum brut, par contre, titre encore entre 70 et 95 degrés. Donc là, il va falloir descendre le degré d'alcool. Pour descendre le degré d'alcool, on va rajouter de l'eau que l'on appelle de l'eau osmosée. L'eau osmosée, c'est de l'eau pure qui n'a pas de goût, pas d'odeur, pas de couleur. Elle ne viendra donc rien changer aux attributs du rhum, à part justement son degré d'alcool. Et là, on récupère un rhum qui est entre 40 et 55 degrés qu'on va pouvoir mettre en métropole. Au 18e siècle, on prenait 4 mois. Au 19e, on était sur à peu près 2 mois. Aujourd'hui, c'est un peu moins d'1 mois. Tout en sachant bien sûr que quand on partait, il fallait attendre les bons vents.
Donc vous ne pouvez pas partir n'importe où. Mais alors la transition entre 7 mois et 2 siècles en arrière, là, le résultat est identique ou pas? Non. Le résultat du rhum? Le résultat final, quand il arrive, on l'ouvrait. Pas du tout, mais bien heureusement, aujourd'hui, on est aidé il par le transport. Quelques mois dans le cadre. Oui, après, par exemple, si on prend le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, on avait des mois beaucoup plus de temps au XVIIe qu'au XVIIIe. Oui, forcément, là on va le voir, nous, sur notre vieillissement et sur notre maturation, que plus on passe de temps, plus on va développer d'arômes. Un peu comme sur la fermentation, le vieillissement, plus il est long, plus il développe d'arômes, mais derrière, plus le rhum est doux et facile à boire. Pas une autre question? Oui, c'est très bien. Parfait. Alors, maintenant on va parler des couleurs du rhum. Pour parler des couleurs du rhum, je vais ramener des bouteilles pour qu'on puisse voir la différence. On va avoir un rhum très foncé de ce côté-ci, un rhum beaucoup plus clair par là. Sur le rhum le plus foncé, on est sur un rhum vieux. Le rhum vieux, c'est un rhum de dégustation, un rhum dont on va apprécier les arômes. Pour le rhum maturé, on est sur des arômes là plus subtils et plus faciles à mélanger, parce que c'est leur intérêt. Ces rhums, c'est des rhums qu'on connaît plus souvent, tant que rhum de cuisine, rhum de pâtisserie, pourquoi pas des rhums de cocktail. C'est des rhums qu'on connaît sous le nom de rhum brun, rhum ambré, rhum jaune, rhum paille, rhum doré. Alors si on est sur des couleurs et des utilisations aussi différentes, il y a de fortes chances pour qu'on soit sur des productions différentes. On va commencer avec le rhum vieux. Pour pouvoir faire un rhum vieux, on récupère notre rhum blanc entre 70 et 95 degrés et on va le mettre en tonneau. Ces tonneaux, c'est 3 possibilités, une seule obligation. La première possibilité, c'est un fût neuf. Le fût neuf n'a jamais, quasiment jamais servi, ce qui va nous permettre de récupérer beaucoup de couleurs, beaucoup d'arômes dans le tonneau, dans notre rhum. Et ça va se faire sur la première année de vieillissement. On va ensuite passer par un deuxième tonneau, un vieux fût, qu'on appelle aussi un fût roux. Le vieux fût, c'est un fût qui a déjà servi à vieillir notre rhum. On récupère donc moins de couleurs, moins d'arômes, mais en contrepartie, le rhum va pouvoir prendre son temps pour vieillir et surtout travailler ses propres arômes. On peut ensuite passer par un troisième tonneau, là non plus pas obligatoire, ce qu'on appelle les fûts d'affinage. On peut apercevoir juste ici. Donc ces tonneaux, on peut voir qu'ils viennent d'Écosse. Sur certains, on peut voir écrit whisky. Les fûts d'affinage, ce sont des tonneaux qui ont déjà servi à vieillir un autre alcool que le rhum. Donc là, on récupère les notes aromatiques de ces alcools dans le rhum. Alors, là, on voit qu'il y a du whisky écossais. On peut parler de whisky en général, de cognac, de porto, xérès, muscatel. À partir du moment où l'œnologue trouve qu'un alcool a des notes aromatiques intéressantes pour faire vieillir son rhum, on peut décider de faire venir les tonneaux, de les utiliser pour l'affinage ou pour le vieillissement. Après, un rhum vieux, ça ne se fait pas n'importe comment. On va quand même avoir des lois à suivre. Nous, nos lois, ce sont les lois européennes et elles nous donnent 2 normes à respecter en particulier. La première, au niveau des tonneaux. Ils seront obligatoirement tous en chêne. Ne pas utiliser un autre bois que ça, c'est la loi. Deuxième norme, là c'est au niveau de l'âge du rhum. Pour avoir l'appellation de rhum vieux, le rhum doit vieillir au minimum 3 ans. En dessous de 3 ans, pas un rhum vieux, le maximum à la Réunion, ce sera 18 ans d'âge. Alors pourquoi est-ce qu'on s'arrête à 18 ans? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas au-dessus? Il y a des alcools, il y a des rhums beaucoup plus vieux dans le monde. Pourquoi est-ce qu'ici on s'arrête au bout de 18 ans? C'est la majorité. Déjà, il y a ça, il peut faire ce qu'il veut, partir de chez papa et maman. Mais il y a quelque chose d'autre. Il est consommé avant. Il est consommé avant, vous allez rencontrer mes collègues de la boutique. Vous les verrez après, oui, il y a un peu de ça. Non, c'est pas qu'il n'y a plus d'intérêt. Parce qu'au-delà, ça le détruit un peu. Ah, par raison. Exactement. C'est la part des anges. Alors la part des anges existe dans tous les alcools, pas que dans le rhum à la Réunion. Mais à la Réunion, on va faire ce qu'on appelle un vieillissement tropical. Le vieillissement tropical, c'est un vieillissement à température ambiante. La température ambiante sur l'île, c'est moyenne entre 25 et 28 degrés.
Donc là, il fait extrêmement chaud. L'alcool va donc s'évaporer beaucoup plus vite. Pour vous donner une idée, le cognac en métropole va perdre chaque année entre 2 et 3% d'alcool. Nous, dans le rhum vieux, on va perdre entre 6 et 8%. On perd beaucoup plus. On va donc s'arrêter beaucoup plus tôt. On pourrait tout simplement refroidir les chais, on pourrait les enterrer comme au Sri Lanka, mais on va décider de garder cette chaleur et de travailler avec, parce que si mon rhum s'évapore 2 à 3 fois plus vite avec la chaleur, il va aussi travailler 2 à 3 fois plus vite. Donc là, c'est quelque chose qui nous intéresse. Pour en parler un peu plus précisément, je vais vous donner un exemple. Un 10 ans, il passe 10 ans en tonneau à La Réunion, il va perdre beaucoup plus d'alcool, mais derrière, il aura des arômes qui se rapprocheront d'un 20 ans, voire d'un 30 ans. Ça, c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous fait décider de garder cette chaleur, quitte à avoir un peu plus d'évaporation. Après, on a vu qu'on ne parlait pas que des rhums vieux quand on parlait des rhums de couleur, qu'on allait aussi parler des rhums maturés. Les rhums maturés, ce sont des rhums là qui sont plus faciles à mélanger parce qu'ils ont deux grandes différences avec le rhum. La première, c'est l'âge. On avait vu 3 ans minimum pour le rhum vieux. Le rhum maturé passe entre 6 mois et 2 ans maximum. On est sur un rhum qui est plus jeune, plus vif, forcément plus difficile à boire. On a aussi une différence au niveau du tonneau qu'on va utiliser. Alors ça reste du chêne, ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est la taille des tonneaux. On n'est plus sur des fûts comme pour le rhum vieux, entre 225 et 650 litres d'alcool. On va passer sur des tonneaux beaucoup plus grands. Vous pouvez voir en photo sur le panneau qui est juste là. Vous avez un monsieur sur l'échelle pour vous donner une idée de la taille du tonneau. Et quand tu as combien ça? Donc ces tonneaux, ce sont des tonneaux que l'on appelle des foudres. Et les foudres, c'est en fait tout ce qui est plus grand qu'un fût. Donc ça peut contenir 700 litres, ça peut contenir 1000 litres. En général, dans le rhum, nos foudres vont faire entre 20 000 et 45 000 litres de contenance. Mais on peut trouver des foudres beaucoup plus grands. Par exemple, si on va dans le Champagne, on peut trouver des foudres qui vont contenir jusqu'à 80 000 litres d'alcool. Ce qui nous intéresse, c'est que le tonneau soit plus grand. Si le tonneau est plus grand, il va pouvoir contenir plus d'alcool. S'il contient plus d'alcool, on aura beaucoup moins de contact avec le bois, donc moins de couleurs et moins d'arômes. Si déjà de base, le rhum est plus jeune, donc plus vif, et qu'en plus il a moins d'arômes, c'est pas un rhum qu'on va venir apprécier, déguster comme un rhum vieux, mais plutôt des rhums qu'on va utiliser pour la pâtisserie, la cuisine, les cocktails, la plupart du temps en mélange. Ça va pour vous jusque-là? Et si on laissait plus longtemps le rhum intermédiaire, le plus clair, Oui, dans les grands maturé. fûts pendant 10 ans, aucun intérêt. Aucun intérêt parce que on aurait moins de contact, donc moins de couleurs, moins d'arômes qui se développent, on aurait toujours autant de pertes et on se retrouverait avec un rhum qui a passé beaucoup de temps pour récupérer beaucoup moins d'arômes qui ne serait pas intéressant. Par contre, on peut faire l'inverse et là, les laisser beaucoup plus longtemps, les passer dans des plus petits tonneaux. Et là, c'est ce qu'ils vont faire chez Isotier. Alors bien sûr, ça revient beaucoup plus cher d'utiliser des fûts pour faire la maturation, mais on les laisse un peu moins longtemps dans des fûts, ce qui va permettre de développer les arômes plus vite et donc, en passant moins de temps, d'avoir à peu près le même résultat. Sauf que sur un rhum, au lieu de passer 2 ans, on passera 6 mois. Pourquoi la réglementation a obligé que ce soit que du chêne et pas, vous savez, C'est le bois le plus intéressant. Nous, on a essayé d'autres bois ici, quitte à perdre les appellations de rhum des lois européennes et à avoir notre rhum à nous. On n'a pas trouvé de bois qui soit aussi intéressant que le chêne. Le bois le plus proche pour nous, c'était l'acacia. L'acacia, on récupère beaucoup trop de parfums, le bois est beaucoup trop poreux, donc on a beaucoup trop de pertes. C'est pas intéressant. Là, les arômes les plus intéressants et la tenue du tonneau, c'est le chêne.